Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers professeurs, chers managers, représentants du monde de l'entreprise, merci beaucoup de votre présence. Je suis Charles Parnot, directeur académique du groupe ESC Clermont. Je serai très bref parce qu'évidemment, aujourd'hui, nous accueillons avec un immense plaisir le professeur Jean-François Chanlat, qui va nous être présenté par Brigitte. Je voudrais simplement vous remercier chaleureusement de votre présence parmi nous, d'avoir un amphi aussi bondé pour cet événement est une marque à la fois de rayonnement de l'école, de l'engagement des étudiants, des professeurs et de l'ensemble de la communauté qui soutient notre belle institution, mais c'est aussi une reconnaissance pour la qualité, l'expertise, la reconnaissance au niveau national et international du professeur Jean-François Chanlat. Donc merci beaucoup Jean-François, je sais à quel point ton emploi du temps est chargé et donc merci de ta présence parmi nous, c'est un grand honneur de t'avoir, applaudissements. Je voudrais profiter des quelques minutes qui nous sont données pour aussi remercier chaleureusement Brigitte pour son engagement à nos côtés. Elle fait un travail tout à fait remarquable et je crois que votre présence en est le premier témoignage. Donc merci également Brigitte pour le travail. On peut l'applaudir aussi. Je vais gentiment m'installer, profiter comme chacun d'entre vous de cette séance et passer maintenant la parole à Brigitte. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci. Bonsoir à tous. Bon, merci d'être nombreux ce soir pour effectivement une conférence que je crois assez exceptionnelle qui va être tenue par Jean-François Chanlat et je suis très heureuse de l'accueillir. C'est un grand honneur comme l'a dit Richard. Je vais lire parce que Jean-François a un long parcours et il serait dommage d'oublier de présenter certains éléments. Donc il est professeur en sciences des organisations à l'Université Paris-Dauphine. Il est un spécialiste internationalement reconnu de l'anthropologie des organisations et du management interculturel. Il est sociologue et anthropologue de formation. Ses principaux intérêts d'enseignement et de recherche concernent la théorie des organisations, le comportement organisationnel, l'anthropologie des organisations, la sociologie de l'entreprise, le management interculturel et la diversité, les études critiques et le bien-être et le mal-être au travail. Il est co-responsable scientifique de la chaire Management, Diversité et Cohésion sociale. Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Management International et membre du comité scientifique de plusieurs revues nationales et internationales. Auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages et de nombreux chapitres d'ouvrages et d'articles, de revues publiés dans plusieurs langues, il est régulièrement invité à faire des conférences et des séminaires en Amérique latine, en Afrique, en Europe, au Canada et dans la zone Asie-Pacifique sur ces sujets, et aussi à Clermont-Ferrand, donc nous sommes très fiers. Jean-François m'a évoqué aussi un dernier ouvrage qui va bientôt sortir sur travail et subjectivité, perspective critique, qui est sorti, où tu as rédigé un chapitre sur la subjectivité. Donc, voilà, on va suivre les travaux de Jean-François. Alors, pourquoi Jean-François Chanlat aujourd'hui à Clermont-Ferrand, ce soir au groupe ESC Clermont? Parce que, comme vous le savez, ici, on a un ancrage aussi très humaniste dans nos propositions pédagogiques. Moi, j'ai été une master spécialisée en ressources humaines que Philippe Trouvé avait créé en 1989. Je l'ai rebâti et je propose un master spécialisé en GRH et innovation managériale qui intègre un ensemble de nouveaux travaux qui ont été réalisés, mais qui s'inscrit bien dans cette perspective anthropologique. Et nous avons ici les 9 étudiants qui participent à ce master spécialisé. Donc j'en profite pour leur faire un petit coucou. Et ces 9 personnes sont bientôt en mission en entreprise. Il y en a encore 2 parmi eux qui recherchent une mission. Donc si ça vous intéresse, ce sont des gens formés à la GRH, opérationnelle et stratégique, mais avec un ancrage, comme je vous l'ai dit, très anthropologique, et qui accompagnent aussi, qui sont formés à l'accompagnement des innovations organisationnelles et managériales. Donc ça peut être très intéressant de les avoir dans vos organisations. Et puis aussi, comme vous le savez, j'ai cofondé avec Philippe Trouvé, Jean-Claude Casalegno, Diego Landivar et Sophie Marmora le programme de recherche People, donc programme d'études sur les organisations post-managériales et la libération des entreprises. Et nous avons un beau programme de recherche avec 2 projets.
un projet d'accompagnement de la responsabilisation au groupe Michelin. Donc là, je salue 3 personnes qui sont présentes ce soir. Et puis, un projet qui nous permet d'accompagner des PME et des coopératives. Et nous travaillons dans le cadre de ce projet avec 2 consultants, dont Yves qui est présent là ce soir. Donc voilà, on a des beaux terrains de recherche, on a un beau programme de recherche. Et on est très heureux de faire la passerelle entre notre enseignement, la pédagogie, nos interventions d'entreprise et nos travaux de recherche. Parce que ça, c'est un triangle d'or. Pour nous, c'est essentiel. Donc, je ne vais pas en dire plus, mais je suis vraiment très heureuse que Jean-François soit là ce soir et je lui laisse la parole. Bien, merci. Merci Richard, merci tout le monde pour l'invitation et pour ces mots fort sympathiques et qui en définitive mettent la pression sur le conférencier. Vous comprenez, on n'avait rien dit, vous n'aviez pas d'attente et là maintenant vous avez des attentes, alors c'est terrible, hein. Il faut répondre aux attentes. Donc je vais essayer effectivement de répondre à ces attentes dans l'heure qui m'est donnée, puis après, parce qu'on aura 45 minutes, 1 heure de discussion, parce que le dialogue est extrêmement important. Donc je remercie encore Brigitte pour cette invitation, mais aussi bien sûr la direction de la recherche, sachant que j'ai quand même un lien avec cette école depuis pas mal d'années, puisque j'ai eu quelques enseignants qui sont passés par Dauphine, ou qui, en plus, j'étais venu il y a une dizaine d'années invité, et puis maintenant je suis au conseil scientifique de l'école, et ce dont je me réjouis, parce que j'ai toujours été, pour moi, c'est très important de travailler dans des institutions enracinées, dans un terreau. Bon, après, c'est des terreaux très variés, évidemment, mais qui sont quelque part et sont bien campés et s'intéressent à des questions qui sont de leur milieu, voire évidemment des questions qui les touchent. Donc, ça m'est particulièrement... c'est un plaisir d'être là. Et puis, évidemment, il y a une sensibilité en termes de perspective que Brigitte vient d'évoquer, qui fait que, évidemment, je ne suis pas insensible à ça, puisqu'on est quand même on partage cette perspective que je vais un peu développer donc, dans cette conférence. Donc en fait, vous avez vu, le titre c'est « Le management à l'épreuve du travail, une perspective anthropologique ». Pourquoi je présente cette conférence que je fais à quelques reprises, sachant que en fait, souvent le travail est un impensé du management. Et donc, moi, j'essaye de relier ces éléments et je vais donner un certain nombre d'éléments de liaison à travers, évidemment, une perspective anthropologique à partir des gens, en fait, hein, à partir de ce que l'on sait des humains. Alors, on va commencer d'abord, dans un premier temps, à définir qu'est-ce que le travail, évidemment. Le travail, si on prend le dictionnaire, désigne l'effort physique ou intellectuel qui doit être accompli pour faire quelque chose ou obtenir un résultat recherché. Donc si on prend dans le sens du travailler, comme le prend Christophe Dejour et les sciences du travail, d'une certaine façon, l'essentiel du travail, c'est de gérer pour chacun des travailleurs le décalage qu'il y a entre ce qui est prescrit, c'est-à-dire les consignes, les ordres, les objectifs à atteindre, ce que les ergonomes appellent la tâche, c'est-à-dire le but à atteindre et ce que les gens font réellement. Alors, je pense que vous travaillez tous et vous savez tous qu'il y a une première distinction assez fondamentale, c'est que le réel, ce n'est pas le prescrit. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des prescriptions, des normes, etc. Mais en fait, on fait tous, plus ou moins, à un moment donné, des transgressions ordinaires, comme un de mes premiers thésards à Dauphine l'a écrit, puisqu'on a fait même des papiers ensemble sur cette question. C'est-à-dire que ce n'est pas des transgressions criminelles, illégales, on s'en met plein les poches. C'est simplement de contourner la règle pour bien faire le boulot. Voilà. Et donc c'est ça, c'est une transgression ordinaire. C'est-à-dire que demain matin, si les aiguilleurs du ciel à l'aéroport de Roissy respectent les règles, vous allez voir que les avions vont tourner dans le ciel.
En fait, ce qui se passe, c'est que par leur expérience, ils arrivent, vous voyez, à faire en sorte que, en contournant les règles, mais tout à fait, bien sûr, en maintenant de la sécurité et à partir de l'expérience, ils arrivent à faire que ça fonctionne parfaitement. Alors, vous le savez comme moi, la greffe du zèle est le principe même. Quand on fait la greffe du zèle, il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, j'ai vu ça à la frontière, parce que j'ai vécu très longtemps au Canada. Les douaniers canadiens respectant les règles à la lettre, il y avait 45 km de queue à la frontière, puisqu'ils fouillaient évidemment tout le monde, puisque c'est ça qu'ils devaient faire selon la règle. Donc on voit bien que les gens sont intelligents quand même en situation, et donc ils vont développer leur intelligence pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc c'est cette tension entre le prescrit et le réel, et c'est-à-dire donc en fait ce que de jour appelle le travailler, parce qu'en fait c'est ça, on analyse le travailler, c'est ce que les gens font, et vraiment. Alors, si on prend le management, évidemment, le management, c'est pilotage de l'action collective au sein d'une organisation. Il comprend l'ensemble des techniques mises en œuvre dans une organisation afin qu'elle atteigne ses objectifs. Bon, c'est l'ensemble des techniques, si vous prenez le Larousse, des techniques de direction d'organisation et de gestion d'entreprise. Et puis des fois, évidemment, quand on parle du management, on renvoie à l'ensemble des dirigeants d'une entreprise, le management d'une entreprise. Bon, si on prend quelques définitions, si on prend Peter Drucker, qui a été un des papes du management aux États-Unis, il définissait, c'est une activité visant à obtenir des hommes un résultat collectif en leur donnant un but commun, des valeurs communes, une organisation convenable et la formation nécessaire pour qu'ils soient performants et puissent s'adapter aux changements. Jacques Girin, qui était un ami personnel, et j'étais très fier l'an dernier que la FNEJ récompense son livre sur ses principaux textes que j'avais colligés avec Hervé Dumez et Michel Breton du CRG, et disait que le problème du management est celui du faire-faire. Il parlait d'une situation de gestion, c'est une situation, des événements, un jeu des participants avec et sur les contextes pour donner sens à ce qui survient et décider ce qu'il convient de faire en vue d'atteindre les résultats qu'on attend d'eux. Voilà. Donc si on prend le management, évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est un processus social dont l'efficacité, dont la finalité est l'efficacité d'une organisation, donc l'atteinte des objectifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent efficacité et efficience. Quand vous demandez à quelqu'un quand est-ce qu'une organisation est efficace, vous savez tous normalement c'est qu'elle atteint ses objectifs, mais il y a des gens qui vous disent ils confondent avec l'efficience, c'est d'ailleurs l'optimisation des moyens. Donc déjà il faut faire quand même la distinction entre les deux. L'efficience c'est pas l'efficacité, ça y contribue, mais c'est pas tout à fait différent. Et d'ailleurs ça peut faire mourir des entreprises, et j'en ai vu, des entreprises qui à force d'efficience et d'optimisation, elles n'étaient plus efficaces, c'est-à-dire elles n'étaient plus en capacité pour faire les choses qu'elles devaient faire. Bon, ça on en voit, on a des exemples. Donc voilà. Donc voilà, ayant défini un petit peu rapidement le management et le travail, si vous voulez, moi j'ai développé depuis une trentaine d'années une perspective anthropologique des organisations, mais qui part en fait de ce lien individu-travail-organisation. Parce qu'en fait, le travail, c'est la médiation entre l'individu et l'organisation. L'organisation, c'est le cadre dans lequel s'inscrit le travail des gens et les individus qui travaillent. Et donc, pour comprendre cette réalité sociale, anthropologique, comme je l'appelle, il faut comprendre cette action managériale en situation, qui est le management, donc c'est un ensemble de pratiques que se donne une organisation, c'est des gens qui bien sûr les produisent pour atteindre l'objectif qu'elle s'est donné. Évidemment avec des contraintes économiques, bien sûr, c'est pas complètement écarté, mais par contre, si on veut bien comprendre ce qui se passe, il faut avoir ce que moi j'appelle une double anthropologie. C'est-à-dire une anthropologie générale, c'est-à-dire une connaissance, si vous voulez, minimale d'un certain nombre d'éléments qui font que nous sommes des êtres humains, biopsychosociaux. Alors évidemment c'est une longue tradition dans notre tradition française, puisque moi je pars de Marcel Mauss, le fondateur de l'anthropologie en France, et un des grands fondateurs de l'anthropologie au début du XXe siècle, qui parlait déjà, comme Lévi-Strauss le rappelle, qui a été un de ses élèves,
que, en fait, il fallait avoir cette vision, vous voyez, biopsychosociale pour comprendre un être humain. Alors, ça, c'est une première chose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, tout ça, c'est partagé par tous les êtres humains, hein, en tant qu'espèce. Mais en même temps, il faut une anthropologie singulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on étudie les gens concrètement, si je vais à Michelin, par exemple, évidemment, Michelin de Clermont-Ferrand, c'est des gens concrets, hein, qui sont là. Il y a une anthropologie du lieu. C'est pas la même chose que si je vais étudier... je ne sais pas, une usine en Arkansas, vous voyez ce que je veux dire, ou une usine au Japon. C'est-à-dire que, bien sûr, ça va être des usines, parfois ils vont même avoir la même technologie, mais en même temps, les gens vont travailler avec leur singularité, qui viennent éventuellement de l'organisation, de la manière dont on conçoit le métier dans cette organisation, dans cette société, et puis aussi de la société elle-même. C'est pour ça qu'on voit, pourquoi j'ai développé beaucoup de choses en management interculturel, et nous avons créé, il y a une dizaine d'années, un master en management interculturel à Dauphine, qui est le seul encore dans tous les pays francophones, et à peu près le seul dans cette posture d'anthropologie symbolique. C'est qu'il y a plein d'outils, comme vous le savez, il y a plein de dispositifs de gestion qui arrivent comme ça d'ailleurs, et il y en a qui arrivent à se faire, enfin, à s'accoutumer, et il y en a d'autres qui sont rejetés. Pourquoi ils sont rejetés? C'est parce qu'à un moment donné, eh bien, ils font face à un univers qui n'est pas, qui fait pas sens pour les gens qui sont là. Donc je crois que, vous voyez, donc l'anthropologie singulière est extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est la manifestation, d'une certaine façon, de cette anthropologie que nous sommes, d'être humains, mais qui est en fait toujours dans quelque chose qui est spécifique, incarné, etc. Alors, bon, là je vais développer, une fois que j'ai dit ça, je vais développer, enfin ce que je fais toujours, c'est les 8 postulats, et là en particulier pour un management responsable et un meilleur bien-être au travail, puisque c'est un peu, c'est accolé un peu au questionnement. Et puis, évidemment, le bien-être au travail, c'est tout à fait important. Il s'avère que j'ai fait une thèse en 85, vous voyez, ça remonte déjà, même si je suis jeune, évidemment, mais sur la production sociale de la maladie, vous voyez, donc... c'est pour ça que le bien-être au travail, le mal-être au travail, pour moi, est extrêmement important, parce qu'en fait, c'est la conséquence des pratiques de gestion, des pratiques d'organisation. À un moment donné, ça rentre dans le corps des gens, c'est-à-dire, ça rentre dans le corps au niveau physique, mais ça peut aussi rentrer dans le corps des gens au niveau mental, et on sait tout ça, etc. Alors, bon, tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, n'est pas nouveau, c'est des choses qui existaient. J'ai fait un séminaire en 87 à HEC Montréal où j'étais professeur 23 ans, qui s'appelait « Mode de gestion et santé au travail ». Vous voyez, il y a 30 ans. Alors, je me réjouis qu'il y ait eu un rapport officiel en 2008 en France, le rapport Lachman, qui disait que la gestion avait quelque chose à voir avec la question de la santé au travail. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer, hein, faut pas désespérer. Des fois, il y a un temps d'infusion qui est parfois plus ou moins long. Alors, donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est au cœur de cette question, puisqu'en fait, le mal-être et le bien-être au travail sont en fait la conséquence de tout le reste, d'une certaine façon. Alors, je vais revenir sur les principaux postulats qui m'apparaissent absolument importants pour avoir une vision vraiment anthropologique, c'est-à-dire à partir des personnes et de ce qu'on sait sur ces personnes, sur ces individus, ces sujets humains. Premier postulat, les humains dans les organisations, c'est des acteurs sociaux en relation. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, nous qui avons une tradition et dans notre discipline, enfin dans le champ linguistique, on sait tous à travers la grande école de sociologie des organisations que les organisations, c'est des acteurs en relation, évidemment, hein. Mais il y a encore des gens qui ont tendance à réifier l'organisation. C'est-à-dire qu'ils vont parler d'IBM, ils vont parler, vous voyez, de Google, etc. Mais tout ça, c'est des gens. De qui parlez-vous? De la direction, hein, de la direction, des responsables, etc. Donc, en fait, les organisations sont faites par les gens et les acteurs. Et chacun a une capacité d'action. Bien sûr, c'est ce qu'a bien montré
toute l'école française en particulier, mais d'autres travaux bien sûr, on le retrouve dans les écoles anglaises, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont, en fait, tout le monde est un acteur, alors évidemment, se sert plus ou moins de sa capacité d'action, hein, mais en même temps, peut très bien transformer aussi. Et vous le savez comme moi, c'est pas forcément celui qui est tout en haut qui a peut-être la capacité d'action la plus forte. Puisque, comme l'a montré Crozier, c'est celui qui contrôle l'incertitude. Hein. Or, l'incertitude peut être contrôlée par des gens qui sont très en bas de la hiérarchie, vous voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils tyrannisent les autres en général, parce qu'ils contrôlent quelque chose que les autres ne contrôlent pas, vous voyez, hein. Et donc, je crois que là, ça rend dynamique, vous voyez, dynamique l'organisation. Alors, j'ai pris une citation de Lucien Poirier, qui est d'ailleurs, mon ami Alain Charles-Martinet aime bien Lucien Poirier, c'est un des grands stratèges français militaires. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Penser stratégiquement n'est pas un privilège régalien. Concevoir, préparer et conduire l'agir sont les attributs communs, statutaires en quelque sorte, de la multitude des grands et petits praticiens dont les fonctions élémentaires sont également nécessaires et entre lesquelles se distribuent le travail de l'esprit en acte, le politique, le militaire, l'ingénieur, l'économiste, le généraliste, comme l'expert dans les spécialités les plus pointues. Tous sont également impliqués dans un même agir, à la fois décideurs et exécutants à leur place dans la structure politico-stratégique. Tous pensent stratégiquement. Oui. Et donc, on voit bien que, en fait, là, vous voyez par cette citation qui est très forte, un des grands spécialistes français de la stratégie militaire, c'est que tout le monde participe, plus ou moins, vous voyez, à la pensée stratégique. Ça veut dire qu'en fait, tous les humains en question, ils sont importants. Et le travail que vous faites, la recherche, de savoir un peu comment on transforme ou comment se font les organisations, c'est complètement ça. C'est-à-dire de voir, évidemment, qu'est-ce qui se fait et quelle est la place des gens à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est de ramener l'idée que les organisations, c'est avant tout des acteurs en relation. Voilà. Et qui ont une capacité d'action. Deuxième postulat, je surveille le temps, parce que, évidemment, c'est que ces acteurs vont être d'autant plus acteurs qui mobilisent le sujet qui est en eux. C'est ce qu'on appelle des sujets en action ou des acteurs sujets. Alors, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, et c'est vrai que quand on regarde parfois le modèle anthropologique qui est enseigné dans certains coins sur l'agent, comme vous le savez, le fameux agent, un principal, j'ai fait un article qui va sortir dans un bouquin à Cambridge sur Handbook of the Third, où je fais une critique anthropologique de la théorie de l'agence, vous savez, vous connaissez tout ça. Mais quand vous regardez la théorie de l'agence, c'est d'une pauvreté. C'est-à-dire que cet agent n'a pas de subjectivité, il n'a pas de vie psychique, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de culture, il n'a rien. Mais c'est un calculateur. C'est-à-dire, comme le dit Marcel Mauss au début du XXe siècle, l'homo economicus n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il avait déjà vu, au début du XXe siècle. L'homme a été très longtemps autre chose, et il n'y a pas longtemps qu'il est une machine compliquée, d'une machine à calculer. On n'a qu'à voir le calcul, ce que c'est devenu. Et donc, je crois qu'il faut sortir d'une vision simplifiée de cet homo economicus qui nous empêche de voir que l'homme est complexe. Il est socialiste, il est imaginant, il est tout ça. Et donc, tout ça, c'est des choses tout à fait centrales. Et comme le rappelait un de mes amis, Eugène Henriquez, qui est un des grands psychosociologues des organisations, le lien social se prétend d'emblée comme un lien tragique. Il nous permet de comprendre que les autres existent, non comme objet possible de notre satisfaction, mais comme sujet de leur désir, autrement dit, comme autant susceptible de nous rejeter que de nous aimer, de manifester des volontés contradictoires, au nôtre de présenter des dangers permanents, non seulement pour notre narcissisme, mais également pour nos simples survies, et d'être pour nous, malgré cela, et en même temps aussi, indispensable que l'air que nous respirons. Vous voyez, pas beau ça, c'est une très belle citation, qui montre que, vous voyez, le lien, ces acteurs, sujets, sont pétris. Et donc, vous voyez, cette idée, c'est qu'il faut lutter contre l'objectivation des humains.
Je pense qu'il faut réintroduire le sujet dans l'acteur, et il va être d'autant plus à ce moment-là acteur de son... parce qu'on lui parle en tant que sujet, et non pas en tant qu'agent, vous voyez, agent qui est en fait tout nu, qui n'a pas grand-chose à apporter simplement que ces petits calculs de tous les jours. Troisième postulat, les humains dans les organisations, des acteurs, sujets, porteurs d'identité. Alors, moi qui suis évidemment un enfant de l'école française de sociologie et d'anthropologie, même si j'ai des études en gestion, évidemment, Durkheim a écrit une phrase extraordinaire. Il dit: quand les individus qui se trouvent avoir des intérêts communs s'associent, ce n'est pas seulement pour protéger ces intérêts, c'est aussi pour s'associer pour le plaisir de ne faire qu'un avec plusieurs. Pas beau ça? C'est magnifique. C'est ce qu'on appelle un collectif. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est que les organisations, vous voyez, sont productrices d'identité collective, de métiers, parfois d'organisation, vous voyez. Et donc, mon ami Renaud Saint-Saulieu, qui a énormément travaillé cette question de l'identité au travail, c'est ce qu'il avait montré dans les années 70, puis après, par plein de travaux qui se sont succédés, c'est de montrer qu'en fait, les gens n'étaient pas simplement des acteurs, évidemment, ils étaient des sujets, mais ils avaient aussi le travail, le métier, l'organisation produisaient de l'identité pour ces gens. Et que, évidemment, c'était un grand élément de lien social. Donc là aussi, c'est de lutter contre une vision d'un acteur unidimensionnel. Comme le rappelait Georges Devreux, le père de l'ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse, parce qu'en ce moment on parle d'identité, bon, notion qu'il faut manipuler avec beaucoup de soin. Mais en même temps, c'est une notion tout à fait importante, qui est totalement, évidemment, dynamique, etc., et plurielle. Et Georges Devreux disait, quand on ne se définit plus que par un seul élément, on est proche d'être rien. Ben, vous avez vu, quand ils étaient plus que des Serbes et des Croates, on a vu ce que ça a donné, 200 000 morts. Hein. Et donc, on voit bien que quand on est dans une régression identitaire, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en général, les gens ne se définissent plus que par un seul élément. Ça veut dire que j'ai plus d'autres éléments pour discuter avec les autres. Alors on espère tous qu'on est pluriel, hein, quand même. On n'est pas que, vous voyez, qu'un seul élément. Et de ce point de vue-là, évidemment, les organisations participent à l'élargissement de nos éléments identitaires, comme dans d'autres expériences d'ailleurs, hein, c'est clair. Donc je crois que et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous le regardez dans les organisations, les grands combats que les gens vont faire, c'est assez net, c'est quand un changement touche des questions identitaires. C'est-à-dire que quand les gens, leur métier disparaît, ou la manière de faire le métier disparaît, c'est là où vous allez avoir des luttes épouvantables, parce qu'ils ont l'impression de disparaître. C'est-à-dire que leur identité, vous voyez, est en train de s'effacer, si vous voulez. Alors on le voit, on l'a eu régulièrement, hein, ça a été, c'est dans l'histoire, enfin, de l'industrie, du capitalisme, etc. On a vu ces choses-là, évidemment, parce que quand on était mineur, on sait, les conditions de travail étaient épouvantables dans certains coins, etc. Mais c'était une identité très très forte. Moi, j'ai visité à un moment donné, parce que j'avais un copain qui était un grand spécialiste de la culture minière, vous voyez, qui enseignait à l'université de Metz. Il m'avait montré, vous voyez, parce que maintenant, il y a des mines. Les mines, c'est des musées, en fait. Vous allez voir, c'est des musées, vous visitez. Mais vous voyez bien la puissance, même si c'était dur, il y avait une puissance, je dirais, identitaire, qui renvoyait aux mineurs. Et quand, là, je viens de finir la biographie du général de Gaulle par Jean Lacouture, qui est magnifique d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille, mais c'est deux pavés. Mais vous avez à un moment donné, quand il y a la reconstruction de la France après-guerre, les mineurs se mettent à travailler le charbon, parce qu'on a besoin de charbon, parce que la France manque de tout. Et tout le monde, parce que c'est important pour la nation, vous voyez. Alors, vous vous rendez compte, quand vous êtes à cet état
je dirais, de mobilisation de l'identité, vous ne faites plus que produire, sortir de la tonne, c'est que vous travaillez et vous savez que tout le monde va se chauffer avec ça, quoi. La collectivité. Donc c'est surpuissant. Et je pense que c'est ce qui fait que, vous voyez, dans beaucoup de cas, des emplois qui étaient apparemment pas forcément magnifiques, et puis sous les lumières, deviennent grands, parce que souvent, les gens sont bien plus grands que ce qu'ils sont. Mais encore faut-il qu'ils aient le sentiment et qu'on leur dise. Vous voyez, on n'a qu'à penser au statut des instituteurs de la Troisième République par rapport à celui d'aujourd'hui. On peut comprendre que quand on était un instituteur à l'époque, on était quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes instituteur dans certains coins, vous n'êtes rien, pour certains. D'abord, vous ne gagnez pas d'argent, donc c'est pas... Parce que après, il y a aussi quelles sont les normes, oui, de réussite, il y a tout ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les organisations sont productrices, en fait, d'identité, et le travail est producteur d'identité, et que c'est absolument central pour les individus. Et c'est pour ça que dans certains cas, dans les luttes et les conflits, ça va, si on sent qu'on va perdre des éléments, on va lutter très fort pour les conserver. Quatrième postulat, les humains dans les organisations des travailleurs en situation. Alors ça, c'est un peu, je rappelle, la question du prescrit et du réel, hein, et qui est absolument centrale, et qui est un des gros problèmes avec le management, parce que le management, dans certains cas, privilégie l'abstraction et le réel, et perd parfois le contact avec le réel concret. Si vous voulez, il y a énormément de critiques qui ont été portées, en particulier en Amérique du Nord, sur les formations en gestion. Mintzberg avait sorti Manager, not MBAs, vous voyez. Alors moi, je venais prendre la direction du MBA de Dauphine, donc je l'ai lu, vous voyez, en 2004. Et il avait raison, bon, je connais Henri, donc, mais on partageait beaucoup de choses ensemble, mais si vous voulez, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il disait qu'à un moment donné, les formations étaient complètement déconnectées de l'expérience, et aussi, bien sûr, souvent manque de base, et moi ce que j'appelle d'anthropologie, c'est-à-dire de connaissances, vous voyez, de terrain, mais sérieuse, quoi, sur ce qui se passe. Et évidemment, il y a eu cet ouvrage de Pitcher, qui était une amie, malheureusement, qui est décédée il y a 3 ans, prématurément, et qui avait fait un bouquin qui reste pour moi un des grands bouquins sur le leadership, qui s'appelle Artisan technocrate, les dilemmes du leadership, où elle montre comment une entreprise canadienne qu'elle a suivie pendant 10 ans, elle pourrait plus faire sa thèse aujourd'hui, puisque maintenant il faut les sortir en 3 ans. On est dans le productivisme des thèses, associisme. Bon, je vous rassure, je lutte contre ça, et on est plusieurs à lutter contre ça. Mais elle a fait une thèse, elle a suivi une entreprise pendant 10 ans, elle avait suivi beaucoup plus longtemps, mais si vous voulez, et elle a montré comment, en définitive, le profil des dirigeants, et en particulier les profils des dirigeants qui étaient les plus importants, pouvaient avoir un effet sur la dynamique de l'organisation. Et donc, vous voyez, pour la faire simple, c'était une entreprise qui avait été fondée évidemment par un entrepreneur au Canada, ils étaient dans le domaine un peu financier, ils s'étaient diversifiés comme on faisait à l'époque, dans les années 60, 70, etc. Et puis à un moment donné, il a pris, évidemment, il était proche de sa retraite, il avait un petit peu des angoisses parce qu'il avait un profil plutôt artiste, imaginant, vous voyez, et il était entouré de gens de métier, ce que Patricia Pitcher appelle les artisans, et il a eu des craintes sur les chiffres, alors il a mis un numéro 2, vous voyez, un vrai technocrate, quoi, hein. Le gars, là, c'était un dur sur les chiffres. Alors, ce dur est devenu numéro 1. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, à un moment donné, le numéro 1, il a changé tous les autres, et il a mis des technocrates, et l'entreprise a plongé. Évidemment, parce qu'on a mis des tableaux de bord partout, hein, et on était au trimestre, on était au ça, et il n'y avait plus de vision, vous voyez, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus d'imagination, il n'y avait plus de...
Et puis les gens de métier étaient, parce que les gens de métier sont merdants, ils connaissent les choses, vous voyez. Vous ne les trompez pas, les gens de métier. Et les vrais gens de métier, ils voient que l'autre, il travaille mal, vous voyez ce que je veux dire. C'est clair. Ils sont pires que la hiérarchie de ce point de vue-là, vous voyez. Donc, bah oui, parce que quand vous savez, à moins que le hiérarchique, ils connaissent vraiment le métier. Mais c'est un des problèmes, parfois, il ne le connaît pas. Donc, ça peut poser des problèmes. Alors, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut lutter contre une vision abstraite du travail, qui est derrière cette vision technocratique, et qui, en fait, a des conséquences assez terribles. On le voit tous les jours, parfois, dans certains coins. C'est de la souffrance, du mal-être, enfin, on le voit tous les jours. Et moi, c'est ce que j'appelle, il faut lutter contre le management hors sol. Oui. Je pense qu'il faut avoir un management qui est en prise avec son contexte, avec sa culture, etc. Parce que si on est hors sol, à un moment donné, le sol se venge. Il ne va pas se venger des fois gentiment. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Alors quand on voit parfois qu'on privilégie des approches par hélicoptère, vous voyez, de très loin, et par rapport au terrain, moi je pense que ce que vous faites ici, mais il y en a d'autres qui le font, je pense que c'est important de rappeler voilà, que tout ça, ça se fait, comme dit Marie-Jo, chemin faisant, avec des gens concrets qui essaient de faire ce qu'ils peuvent dans les situations de gestion dans lesquelles ils sont. Et je crois que ça, c'est très important de rappeler ça. Alors, 5e postulat, les humains dans les organisations, des acteurs sujets en quête de signification. Évidemment, là, c'est toute la question du symbolique. Alors, j'adore cette citation d'un des grands anthropologues américains, Leslie White, qui dit « L'homme est le seul animal qui distingue l'eau plate de l'eau bénite ». Évidemment, là, vous avez vraiment la distinction symbolique. C'est-à-dire que pourquoi on ne va pas boire de l'eau bénite? Parce qu'elle est bénite, pour nous, symboliquement, ça ne se touche pas, elle est sacrée, etc. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que la question du sens est extrêmement importante, et c'est toute la question de la culture à ce niveau-là, puisque nous, moi j'ai une vision de la culture par l'anthropologie symbolique, c'est-à-dire que la culture, c'est un univers de sens. C'est un univers de sens qui va faire sens pour les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens dans une culture donnée? Quelles sont les catégories qui, si vous voulez, font sens pour les gens? Alors, évidemment, ça varie d'une culture à l'autre. Si on prend, par exemple, si vous êtes en Inde, une des grandes catégories absolument centrales, pour comprendre l'Inde, c'est le pur et l'impur. Évidemment. Tout va se construire autour de ça. Si on prend la culture française, comme l'a montré Diribarne, et je pense que ça tient encore dans pas mal d'endroits, c'est le noble et le non noble, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres choses, évidemment, mais c'est simplement pour vous dire, vous avez dès que vous avez une activité noble, en France, il n'y a aucun problème, tout le monde est très content. Hein. Mais dès que vous êtes dans une activité qui est considérée un peu moins noble, hein, on a des problèmes. Hein. On a des problèmes à l'accomplir. Parce que ça nous diminue. Hein. On a l'impression de s'abaisser. Hein. Vous entendez les gens, vous n'allez pas me faire ça quand même. Hein. Vous n'allez pas me faire ça. Moi, monsieur, j'ai fait ceci. Hein. J'ai fait des grandes écoles. Hein. Etc. Donc voilà. Donc si vous voulez, chaque culture va avoir, et c'est là où le management interculturel est important, et là, avec mon collègue Philippe Pierre, qui est co-responsable du Master en Management Culturel, on sort un livre sur le management interculturel, tous les deux, il y a 3 ans qu'on travaille là-dessus, sur un état de l'art, et puis on propose un peu si vous voulez, un peu des éléments nouveaux, par rapport aussi aux situations qu'on vit, qui sont évidemment parfois nouvelles. Mais c'est toujours dans cette question de décrypter, si vous voulez. Et je pense qu'avec la mondialisation, on le voit, il y a plus de relations évidemment, mais aussi, parfois, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Vous avez beaucoup de fusions-acquisitions dans les entreprises qui ont échoué à cause de ça. Moi, j'ai vu l'EDF, parce que je vais souvent au Brésil, elle est repartie du Brésil, alors qu'elle avait un boulevard. Elle a perdu 1,5 milliard, elle n'a jamais rien compris au film brésilien. Mais parce que c'était une attitude, oui.
Quand j'ai interviewé les Brésiliens, il y en a qui m'ont dit, mais attendez, on n'a pas attendu les Français pour avoir l'électricité, quoi. Donc vous voyez bien l'arrogance qui devait se faire et l'insensibilité par rapport au milieu. Vous voyez. Alors que là, les gens que j'interviewais, les Brésiliens, c'était des parfaits francophones, vous voyez. En plus, qui était absolument, la France pour eux c'est important, etc. Donc il n'y avait pas de souci, vous voyez, au départ. Je veux dire, c'était pas du tout problématique. C'était une incompréhension évidemment, ils n'ont pas cherché à comprendre comment ça fonctionnait. Alors je pourrais en parler, mais je veux dire, il y a tellement de choses à dire. Alors, évidemment, autour de ça, ben, c'est le langage et la parole, puisque une des façons de saisir tout ça, ben, on le passe par le langage, hein, la parole des gens, ils vont nous dire des choses. À travers la langue, eh ben, la langue va nous permettre d'accéder à leur univers de sens, et c'est là où les mots sont importants, et de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, évidemment. Puisqu'on peut avoir les mêmes mots, mais non pas le même sens pour les uns et les autres. Moi qui ai vécu très longtemps au Québec, et maintenant qui suis en France, on parle tous français, mais le français parfois n'a pas le même sens, vous voyez. Il y a des incompréhensions parce que les termes ou les formules ne sont pas les mêmes, même si elles apparaissent françaises, vous voyez. Et donc je crois que, comme disait Georges Bernard Shaw d'ailleurs, que j'aime beaucoup, il disait « Les Anglais et les Américains sont séparés par la même langue ». Avec son ironie naturelle, et oui, c'est vrai, d'une certaine façon. Mais alors c'est pour ça que la connaissance des langues, des connaissances, vous voyez, les questions de langue, ce n'est pas des questions purement fonctionnelles, instrumentales, c'est des questions intellectuelles, culturelles. Et donc il faut être très attentif à ces choses-là. Et puis aussi, il faut avoir une vision du langage, enfin de la communication, qui ne soit pas purement télégraphique. Vous savez, la fameuse théorie de l'information. Émetteur, récepteur, bip bip, hein, feedback. Bon, il faut rappeler que ce modèle-là est inventé par des ingénieurs et des mathématiciens qui s'appelaient Shannon et Weaver à la fin des années 40 pour améliorer la performance du télégraphe. Donc, vous voyez bien qu'on était dans l'optimisation, l'efficience. Mais on n'était pas dans les sciences du langage. C'est pour ça que les grands spécialistes du langage parlent du modèle télégraphique de la communication, par rapport au modèle langagier. Alors évidemment, moi dans mes cours, j'enseigne le modèle langagier. C'est que le langage ne sert pas uniquement à informer, il sert à exprimer la personne qui parle, à penser, à se représenter le monde, à imaginer, à jouer avec la langue, c'est la poésie. Il sert également à faire. Et là, c'est là où la question est absolument centrale. Le management est action. Donc, le langage du management est action. Il a une fonction performative. Quand on dit, on va investir, on va faire ceci, on va faire cela, on va se développer, vous serez promu, ben, les gens ils disent, oui, je suis content. Mais quand ils ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe, hein? Ils ne sont pas contents. Parce qu'on n'a pas... On ne s'est pas contenté uniquement de dire. On a dit qu'on allait faire, vous voyez. Donc le faire est accompagné de langage. Et un des gros problèmes de certains managers, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils pensent, vous voyez, on les a informés. Voilà. Hein, on les a informés. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Un message électronique. Alors avant, c'était les notes de service papier. Vous vous rappelez alors maintenant, c'est formidable. On peut encore faire plus. On peut en envoyer plus, à plus de monde, hein. Et alors, on les a informés, on a communiqué, hein. Puis après, on se dit, mais il y a un problème. Oui, parce que ce n'est qu'un élément de la communication, l'information. Et je pense qu'il faut être très attentif aux autres fonctions du langage, et en particulier de la fonction performative du langage. Alors, voilà, sixième postulat, j'avance parce que je pense que le temps court. Hein. Bon, alors, les humains dans les organisations, aussi, je l'ai un peu esquissé, c'est des acteurs sujets aussi enracinés dans un espace-temps. C'est-à-dire que, évidemment, je cite Alain Touraine, qui dit « Chacun le dit, notre culture est celle de l'instantané et de l'ubiquité. La formidable extension de nos informations est payée par la perte de la profondeur historique. » On peut le voir tous les jours, hein. On est balancé d'informations. Quand vous regardez, qu'est-ce que ça vous donne en termes d'analyse et de profondeur, des fois,
C'est vertigineux en termes de vide. Hein. Donc, évidemment, on est dans cette idée, parfois aujourd'hui, que Taguieff, dans un beau livre, a appelé le bougisme, c'est-à-dire vous êtes dans l'activité pour l'activité. Oui. On vous dit, il faut bouger, mon vieux. Hein. Alors, évidemment, les gens un peu grincheux vont dire, mais dans quelle direction, pourquoi, etc. Oui, parce qu'évidemment, ils s'intéressent, bouger pour bouger, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mais je vais vous dire, j'ai eu un de mes cadres en exercice, quand je parlais de ça, il dit, ce champ-là, je vais vous prendre mon exemple. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire. Il m'a dit, moi aussi, on me disait, il faut bouger, il faut bouger. Alors il s'est mis à faire du jogging. Alors il s'est acheté la machine, vous voyez, avec pulsation cardiaque, machin, tension, bidule. Enfin, les trucs très sophistiqués, des chaussures, vous voyez, vraiment des vrais trucs, etc. Ça lui a coûté cher, parce que tout ça, ça coûte cher. Et puis il a commencé à partir. Il s'est mis à courir. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Il s'est dit, mais ça m'emmerde. Et en fait, il m'a dit, j'ai arrêté. Et en fait, il a remis toutes ces installations, vous voyez. Et c'est là, bon, alors il y en a qui peuvent aimer ça, hein, c'est pas le problème. Mais je veux dire, vous voyez bien qu'on est dans un modèle où on confond activisme et activité. L'activité, elle a une finalité. L'activisme, on est actif, quoi. Et d'ailleurs, vous regardez, il y a des gens, ils restent 5 minutes sans rien faire, ils commencent à déprimer. Hein. Donc il faut réintroduire de la respiration dans tout ça. Hein. Je veux dire, et puis du temps. Parce que pour réfléchir, il faut du temps. Or, moi je vois mes cadres, à l'exécutif MBA nous avons à Dauphine, ils viennent 3 jours, ils bossent beaucoup, ils sont contents, ils sont réjouis pendant 3 jours. Vous voyez? Et je leur dis, alors qu'est-ce qui... vous savez pas, on respire. On s'oxygène, on est ailleurs. Parce qu'évidemment, on est pris dans le tempo. Et quand est-ce qu'on a le temps, à un moment donné, de se poser, vous voyez? De prendre quelques minutes, de réfléchir, de rencontrer les autres. Et donc, vous voyez bien, dans cet espace-temps qui est absolument essentiel, regardez, on est dans un espace en ce moment. C'est pour ça qu'on peut faire quelque chose ensemble, vous voyez? Le problème qui se passe, c'est qu'est-ce qu'on fait dans des espaces-temps fragmentés? Et aujourd'hui, ça c'est en train de se développer. Vous n'êtes pas au même endroit, vous êtes en même temps mais pas au même endroit, etc. Il y a plein de décalages qui se font, de dyschronies comme on dit, et qui vont faire que, comment on arrive à faire du collectif dans tout ça? Évident. Et puis que le rapport à l'espace, le rapport au temps, c'est aussi culturel. Vous voyez? Par exemple, nous, la table, c'est important, les Français. Évidemment, quand vous êtes avec des cultures du Nord, où ils mangent des sandwichs à midi, à un moment donné, dans une semaine, et vous mangez des sandwichs tous les jours, vous commencez à en avoir un peu assez, quoi. Hein, parce que c'est pas la même façon. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est bien, c'est mal, c'est pas du tout ça. C'est un constat. Mais vous voyez bien qu'après, ça peut quand même affecter les choses. Alors, voilà, donc espace-temps. Donc, il faut réintroduire dans l'espace et le temps la notion qualitative, subjective. Le temps, c'est pareil, le temps, c'est subjectif, vous le savez comme moi. Hein? Il y a un temps qui passe très vite, et il y a des temps qui sont très longs. Mais c'est le même temps, objectivement. Oui. Mais subjectivement, c'est pas la même chose. Et donc, au travail, il y a cet élément de qualité est extrêmement important. Et moi, j'ai vu des gens qui, parfois, avaient pas forcément des bonnes conditions de travail, enfin, où la direction n'était pas toujours très gentille, etc. Mais en fait, ils tenaient, ils restaient là, parce qu'en fait, ils avaient une bonne ambiance avec les gens qui étaient là. Voilà. Vous voyez ? C'est ça qui les faisait tenir. Il y avait une qualité du temps passé avec les collègues qui était de qualité, donc ça suffisait. Oui. Même si on avait un supérieur qui n'était pas toujours sympathique, on arrivait quand même à... voilà. Je pense que tout ça joue terriblement là-dessus. Alors, aussi, il y a toutes les questions de réaménagement d'espace de travail aujourd'hui. Alors là, je vous renvoie à un travail, j'étais sur une thèse il y a quelques années, excellente de McClough, qui avait d'ailleurs fait un papier en 2011-2012 sur ça, sur le réaménagement des espaces de travail. Il avait étudié 12 réaménagements, et la plupart c'était des échecs. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on n'avait pas intégré les gens qui allaient vivre
le réaménagement. Oui. Acteurs, sujets, enracinés, voilà. Oui. Et effectivement, vous pouvez faire un truc superbe, un beau bâtiment, les gens vont dire, ils vont arriver, ils vont trouver ça froid, machin, ils vont préférer leur ancien machin qui était dysfonctionnel, hein, mais qui avait, il y avait quelque chose, quoi. Alors moi j'ai vu ça au CRG, au Centre de recherche en gestion de l'école polytechnique, quand j'y étais en 88-89, ils s'accrochaient là comme des berniques, hein, parce que l'école polytechnique était partie à Palaiseau, et je leur dis pourquoi vous n'êtes pas partis? Je dis attends, on va pas dans le champ de patates. Parce qu'évidemment, Palaiseau, c'était, évidemment, quand vous savez ce que c'était l'école polytechnique au centre rue Descartes, vous voyez, à 2 pas du Panthéon, du Luxembourg, de la Sorbonne, enfin c'est sympa quand même, on peut dire. Hein. Et je me souviens qu'à un moment donné, on a voulu les emmener là. Et c'est Jacques Girin, mon ami, qui a fait un papier dans Le Monde en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On est en train de vider le centre de Paris, quartier latin, de toutes ces écoles qui faisaient l'histoire, la montagne Sainte-Geneviève, Saint-Thomas d'Aquin, enfin vous voyez, il y est allé carrément, et il paraît que Chevènement était sensible à l'argument, il a dit alors vous restez. C'est amusant parce qu'à l'époque, Chevènement était ministre. Bon, il a été sensible à l'argument. Bon, maintenant, ils sont plus là. Hein. Mais ça, ils se sont accrochés pendant des années. Or, quand on allait, bah, les bureaux étaient plus petits, vous voyez, etc. Mais ils étaient contents d'être là, oui, évidemment. Parce que, en fait, le rapport, c'était un rapport historique, c'était un rapport symbolique, c'était, voilà. Et puis, en plus, même, c'était pratique. Parce que quand vous organisez un événement au CRG à rue Descartes, vous aviez, le monde était là. À Massy-Palaiseau, il faut déplacer les gens, vous voyez ce que je veux dire. Et n'oubliez pas que nous, on est quand même dans une société, vous le savez, quand même très centralisée. Hein. Alors c'est centralisé entre Paris et etc., mais c'est centralisé aussi à Paris. Hein. Entre Paris et la banlieue, c'est pareil. Voilà. 7e postulat des acteurs sujets incarnés, j'en ai parlé. Bon, là, c'est toute la question du corps, qui est des fois complètement évacuée, et c'est pour ça que le problème de la santé fait revenir à cette question, parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils sont des corps, et que leur corps peut être souffrant, mais en même temps, c'est un corps sensible, c'est un corps qui permet de sentir les choses. Vous avez des gens qui sentent, vous voyez, et comme le disent certains spécialistes du travail, il y a un savoir-faire du corps, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des paysans, ils savent que la vache, elle va meuler, là. Hein. Ça y est, elle va y aller, là. Vous avez rien vu, parce que, évidemment, vous y connaissez rien, vous voyez ce que je veux dire. Mais eux, ils ont l'expérience, ils sentent des choses, ils sont sensibles, vous voyez, à des choses. Et ça, les savoir-faire de corps sont absolument centraux. Et évidemment, si on est complètement... Alors, c'est aussi le cas, même quand vous avez des usines très automatisées, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des recherches qui montrent ça. Eh bien, ils vont dire, ah tiens, il y a un petit bruit, là. Ils sont pas... Ouais, hein, ils savent que ça, là, ça va pas, là, le bruit, là. Hein. Vous passez, vous n'avez pas entendu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'êtes pas sensible, vous n'êtes pas préparé, vous voyez. Et donc, du coup... on a cette idée par le corps. Alors le corps est souffrant, mais heureusement il est aussi, c'est ce qui nous permet la satisfaction, et aussi sensible, de comprendre aussi, parce qu'il y a toute une intelligence sensible qui passe par le corps, et qui est des fois d'ailleurs désavouée. Dernier postulat, les humains dans les organisations, c'est des sujets éthiques. C'est-à-dire que, comme le disait Jacques Lacan, de notre position de sujet, nous sommes toujours responsables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, quand on réfléchit sur une pratique ou une décision, et vous le savez tous comme moi, à un moment donné, si on est un peu des humains à peu près constitués, on va se poser la question, est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est correct? C'est pas correct? Est-ce que c'est bien? C'est mal? Vous voyez? C'est tout le dilemme éthique qui accompagne l'action et les décisions qu'on va prendre. Alors, évidemment, si vous regardez House of Cards, vous voyez bien qu'ils sont très loin de ça, mais j'espère que nous ne sommes pas comme eux, vous voyez ce que je veux dire, et qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui pensent quand même dans ces cadres-là. Voilà.
alors là, je cite Simmel parce que c'est bien, mais bon, voilà. Alors, je donnerai, bon, éthique et management, peut-être que tu passes, comme ça, ça va, j'ai pratiquement terminé, là. Ah non, tiens, éthique et management. Ah, je reviens. Repasse. Tu m'as dit de passer. Non, mais... Oui. Ah oui, c'est John Bogle, voilà. Oui, il est en bas. Je cite John Bogle parce que en 2005, il a écrit un bouquin. Vous savez, en 2008, c'est la fameuse crash financier, hein, qui est en fait, en termes de valeur, on a plus détruit qu'en 1929. Hein. En fait, le système allait s'effondrer. Et donc, John Bogle, qui était un des plus grands, enfin, qui était un des hommes les plus respectés, avait fait un bouquin tout à fait remarquable que j'avais lu en 2005, et il disait, vous voyez, on est ainsi venu, comme le Dodge Bowl, un des plus respectés gestionnaires de fonds mutuels américains, à mesurer le mauvais seuil, la forme plutôt que le contenu, le prestige plutôt que la vertu, l'argent plutôt que les réalisations concrètes, le charisme plutôt que le caractère, l'éphémère plutôt que le pérenne. Pas beau ça ? 2005. Et déjà, oui, bon, alors quand on dit les gens ne savaient pas, non, ils savaient. Il y avait donc des gens qui savaient, mais les autres ne voulaient pas entendre, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours quand même, etc. Donc, on peut citer un grand nombre de travaux, je reviendrai si vous voulez là-dessus, mais ce n'est pas le problème. Alors, le mode de gestion et le bien-être au travail, on termine là-dessus. C'est une longue marche. Attendez, parce que là, comme je suis dans le sens inverse, oui, c'est une longue marche, bon, ça c'est vrai. Prise de conscience plutôt tardive, des problèmes croissants médiatisés, vous le voyez, mais de plus en plus de cadres, se voient managers et dirigeants conscients et désireux d'améliorer leur situation, et puis une interpellation directe du management, évidemment. Alors, on continue. Je dirais que pour bien faire, c'est pas confondre efficacité avec efficience, je crois que c'est très important. Ne pas confondre coordonner et coopérer, c'est deux choses différentes. Il peut y avoir de la coordination sans coopération. Ne pas réduire l'organisation à un tableau de bord. Hein. Ne pas confondre les prescriptions avec la réalité. Ne pas oublier le poids du symbolique qui est considérable. Et ne pas oublier que coopérer, ce n'est pas seulement produire, mais aussi vivre ensemble. Et qu'un des grands plaisirs que les gens ont, c'est évidemment de faire quelque chose ensemble. Ce n'est pas uniquement forcément tout seul. Alors, les conclusions, voilà. Tu as les conclusions. Oui. Alors, je reviens à une conclusion. La première, c'est Max Weber. Bon, je suis très weberien aussi. Vous voyez, je me promène. Historiquement, j'ai des fondations, mais je suis un peu comme Aron. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des géants, parce que, évidemment, c'est plutôt des géants intellectuels que plutôt des gens qui ont fait une œuvre plutôt moins remarquable. Et Max Weber, quand il était aux États-Unis, et cette phrase m'a beaucoup frappé, a écrit ceci. C'est en 1904 qu'il écrit ça. Lorsque l'accomplissement du devoir professionnel ne peut être directement rattaché aux valeurs spirituelles et culturelles les plus élevées, l'individu renonce en général à le justifier. Aux États-Unis, sur les lieux mêmes de son paroxysme, donc il est en 1904, la poursuite de la richesse, dépouillée de son sens éthico-religieux, vous connaissez la thèse de Weber, a tendance aujourd'hui à s'associer aux passions purement agonistiques, c'est-à-dire de l'action pour l'action, ce qui lui confère le plus souvent le caractère d'un sport. Pour les derniers hommes de ce développement de la civilisation, ces mots pourraient se tourner en vérité, spécialiste sans vision et voluptueux sans cœur, ce néant s'imagine avoir gravi un degré d'humanité jamais atteint jusque-là. Pas beau ça ? Ça fait réfléchir. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'a pas de méta-valeur à notre action, et bien à un moment donné, on est dans le vide. On est dans le vide. Alors, autre chose, le succès ne se voit pas toujours. J'aime beaucoup cette citation de François Julien, vous savez, qui est un spécialiste de la Chine, et qui comparait la stratégie chinoise à la stratégie occidentale, et il disait « La grande stratégie est sans coup d'éclat. La grande victoire ne se voit pas. » Je crois que nous pourrions le méditer, alors ça c'est pour les Chinois, le méditer dans le domaine de l'entreprise et du management. Voyez ces chefs d'entreprise à qui on dresse des statuts, il n'est pas rare qu'à peine quelques années plus tard, ils aient fait faillite. Or, il en est tant d'autres dont on ne parle pas, dont on ne songe même pas à parler, encore moins à en faire l'éloge, parce qu'ils sont si bien su gérer leur entreprise. Vous avez raison, les victoires effectives ne se voient pas. Parce que c'est ça, regardez autour de nous. Vous avez plein d'entreprises qui marchent bien, vous entendez parler de personne.
Et je crois qu'on devrait peut-être aussi apprendre de cette sagesse chinoise. Et je termine sur deux... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Oui. Alors ça, c'était Lejeune qui disait « Le management généralisé a semblé l'ultime étape de l'occidentalisation du monde, ficelé par les propagandes, comptabilisé par l'économie, coupé en morceaux par la science. L'humain demeure cette chose que je suis, qui résiste, insondable, inexpugnable, horizon qui toujours se dérobe. Cette chose-là n'est pas globalisable. » Alors, aucun fatalisme, à nous de penser dans chacun de nos univers de travail, les possibles qui s'offrent à nous pour faire des lieux de travail, des vrais lieux de vie. Et je termine par Gilbert Durand, qui fait un hommage à l'imaginaire. Heureux ceux qui savent cultiver les marges de nos écoles, elles sont les terres fructueuses de découverte des savoirs de demain. Voilà, j'ai terminé, merci de votre attention.